Avez-vous réellement compris comment évolue la puissance de Jinwoo et surtout pourquoi il a écrasé si facilement le roi des fourmis? Et non, ce n'est pas qu'une simple question de niveau supérieur ou de puissance, il y a bien un sens plus profond derrière. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lu le webtoon, donc il n'y aura pas de spoiler. Mais avant de commencer, permettez-moi. Oh là 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 là. On est d'accord que cette saison 2 était incroyable. La mise en scène, le rythme, la tension des derniers épisodes, l'épique et surtout le flow de Jinwoo. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu un épisode avec autant d'impatience chaque semaine. Mais malgré ça, beaucoup se sont plaints que l'intrigue était trop prévisible. Les enjeux trop faibles face à la puissance écrasante de Jinwoo, dont l'ascension a été aussi fulgurante que facile, et bien sûr, la ressemblance frappante entre l'arc de l'île de Jeju et celui des Chimera Ant dans Hunter x Hunter. Mais derrière ces critiques, et surtout la dernière, qui est tout à fait pertinente, se cache en réalité une écriture de génie, mêlant habilement inspiration et foreshadowing subtil. Et si je vous disais que les similitudes entre Beru et Meruem avaient un véritable sens, en lien avec le développement narratif de Jinwoo, car il ne progresse pas comme un héros classique, son développement suit un schéma bien précis, inspiré d'un genre de RPG bien particulier, qui façonne son parcours d'une manière bien différente. Non pas à la manière d'un joueur dans un RPG classique, mais plutôt celle d'un joueur progressant dans un Souls. What? Je sais, vous vous dites c'est quoi le rapport entre les deux? Mais faites-moi confiance, à la fin tout va faire sens. Ok. Si vous avez déjà joué ou ne serait-ce qu'entendu parler de ce genre de jeu, vous savez que sa première qualité, ou défaut pour certains, est la difficulté. Une difficulté à laquelle Jinwoo a été confronté dès la première saison, avant de la faire subir à ses adversaires dans la seconde, qui contient un indice évident sur cette théorie. Et c'est là que ça devient intéressant. D'ailleurs, en parlant de critique, à la fin de la vidéo, on va revenir sur une polémique par rapport à l'épisode 21, qui m'a personnellement blessé. Mais avant ça, on va commencer par rapidement aborder les points communs avec les Soulsborne. Et ensuite, on va voir pourquoi cette approche risque de faire de lui l'antagoniste de l'œuvre, dont la morale va s'entrechoquer avec celle du roi des fourmis. J'ai toujours été considéré comme le combattant le plus faible, mais je me suis toujours donné à fond. Malgré ça, on n'a pas arrêté de se moquer de moi. Si le système veut se servir de moi, qu'il se fasse plaisir. Je compte bien en faire autant avec lui. Lors d'une partie de chasse, le chasseur doit savoir évaluer sa proie au risque de voir les rôles s'inverser. Plus ma force augmente, plus une autre part de moi disparaît. L'évolution de Jinwoo dans cette saison 2 se caractérise de plusieurs manières. Il y a le fait qu'il soit sûr de lui, soit parce qu'il pense que son évolution est sans limite, ou soit grâce à son pouvoir de nécromancien, qui lui permet de disposer d'une armée de morts, qui lui est fidèle. Ce pouvoir d'ailleurs fait écho à son passé, lorsqu'il a été abandonné par d'autres humains avant d'acquérir cette capacité. Une capacité qui va par la suite lui permettre de dominer ses ennemis, jusqu'à son duel face à Baran. Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté. Ce roi démon me semblait familier, jusqu'à ce que je fasse le lien avec un boss dans Dark Souls 3. Ayant fini le jeu il y a quelques temps, je peux vous dire qu'un des souvenirs qu'il m'a laissé, c'est bien ce combat de boss optionnel contre un certain roi sans nom. Un clin d'œil qui est pour moi évident. Il a deux phases comme le roi démon. La première se fait à dos de dragon et la seconde sans. Tous les deux utilisent la foudre et il y a en plus une ressemblance physique. Bref, c'est clairement un easter egg. Et là je me suis demandé s'il n'y avait pas autre chose derrière cette ref. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste de cette théorie par rapport à la force de Jinwoo. Si vous avez regardé ma vidéo sur le secret des jeux de From Software, vous savez que tout comme le personnage dans cette saison 2, j'ai aussi ressenti cette confiance excessive. Parce que le fait de pouvoir invoquer dans Elden Ring m'a fait croire que j'étais devenu trop fort. Un sentiment qui s'est vite transformé en impuissance quand j'ai attaqué Sekiro juste après. Et si vous avez vu ma vidéo, vous savez par où je suis passé pour en venir à bout. Du coup je me suis dit qu'il va forcément être confronté à un mur à un moment donné. Et en plus il n'y aurait pas de sens qu'il soit fort jusqu'à la fin de l'anime. Donc où est l'intérêt de passer par cette phase de facilité et d'arrogance? Eh bien je pense que ça fait partie de son évolution. Les gens qui ont critiqué cet aspect ont vite oublié qu'à la fin de la première saison, il a mérité ce pouvoir. Et c'est qu'après ça qu'elle a commencé à se reposer dessus. Mais le truc c'est que ce pouvoir qui se manifeste par l'invocation d'ennemis devenus involontairement alliés, va forcément se retourner contre lui, car c'est le jeu qui lui demande de collecter des âmes, et parfois même des âmes en particulier. C'est comme si l'entité ou la personne qui lui a donné ce pouvoir était tout simplement en train de former sa propre armée à travers Jinwoo. Mais bon, jusqu'ici on n'a pas encore de réponse. Mais ce dont on est sûr, c'est que Jinwoo est constamment en quête de puissance, et de défis face à des adversaires encore plus forts. Ce qui me rappelle les joueurs qui ne cessent de se challenger, et d'aller encore plus loin dans les jeux de From Software, comme par exemple, doubler certains boss, mettre des boss aléatoire, finir le jeu au niveau 1 ou même le finir sans prendre un coup. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit de Jinwoo dans cette saison 2. Est-ce que c'est une manifestation de son subconscient, car il a toujours été rabaissé et sous-estimé à cause de son rang E, ou bien une caractéristique qui est le moteur premier de l'expérience en tant que joueur, dans les Souls?
Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est au sommet? Et je pense que c'est ça l'un des propos de cette saison 2. Parce qu'il ne peut y avoir que deux choix. Soit utiliser cette puissance pour faire le bien, et on le voit quand il envoie ses soldats patrouiller dans la ville, ou bien avoir toujours soif d'évolution qu'on finit par franchir les limites. Le truc, c'est qu'il est pile entre les deux. Mais moi, je pense que c'est précisément la deuxième option qui va se passer. Car dans la saison 1, Jinwoo nous dit que plus sa force augmente, plus une part de lui disparaît. Et ça a commencé au moment où il a tué son premier être humain. Et après, quand il a obtenu le rang de chasseur. Même si là, techniquement, il est nécromancien, le fait qu'il ait d'abord été un chasseur en tuant un autre chasseur nous donne un indice sur sa future évolution. Car dans cette saison 2, il chasse littéralement les gens comme les monstres pour faire grandir son armée. Et il ne ressent aucun remords à faire ça. Les faibles sont des poids morts qu'il faut sacrifier. C'est comme ça, on n'y peut rien. Après, ça reste une théorie. D'ailleurs, ceux qui connaissent déjà la suite, je vous invite à ne pas spoiler dans les commentaires. Enfin, moi en tout cas, ce que j'aimerais voir, et je pense que vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur le Joker, c'est qu'à la fin, il devienne le véritable boss, le vrai antagoniste de l'œuvre, à force d'acquérir de la puissance et qu'il soit confronté à son lui du passé qui à la base voulait juste nourrir sa famille et rêvait aussi de guérir sa mère. Un parallèle qui serait hyper intéressant et qui nous mène à l'autre théorie sur l'arc des fourmis. Meruem dans Hunter x Hunter s'est réveillé avec une personnalité dominante, remplie d'arrogance et dénuée de mansuétude, ne donnant son estime qu'aux êtres capables de tenir un affrontement avec lui. Une personnalité qui se rapproche de celle que Jinwoo est en train d'avoir. Mais par la suite, Meruem s'est mué en un pacifiste empreint de bonté et de compassion, chérissant davantage les instants partagés avec ses proches que son orgueil. L'exacte personnalité de Jinwoo au début de l'œuvre, dont quelques bribes demeurent encore en lui, comme on le voit quand il souhaite rester près de sa mère, au lieu d'aller exterminer les fourmis avec les autres Hunters. Mais même quand il a accompli sa mission et qu'il a guéri sa mère, il était quand même en quête de pouvoir, alors qu'il a déjà atteint tous ses objectifs. Je pense que le fait d'avoir créé cet arc qui ressemble à celui des Chimera Ant n'est pas un plagiat, mais plutôt une inspiration, qui avait pour but de souligner cette similitude entre l'évolution de ces deux personnages, dont l'un est né monstre, fort et dominant, pour après devenir plus humain que les humains eux-mêmes. Et l'autre est né humain, mais après avoir obtenu une puissance qui ne cesse d'augmenter, finira par devenir un monstre, plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. Et c'est ça le vrai génie derrière l'évolution, et surtout la construction narrative de Jinwoo. Car comme dans n'importe quel jeu de From Software, notre personnage qui n'a cessé d'évoluer tout au long du jeu, finit par devenir le véritable boss du jeu, en exterminant tous les autres. Un parallèle très bien représenté par le boss final de Dark Souls 3, qui n'est autre que le joueur de Dark Souls 1. Ton ombre, je l'ai vu, il ne faisait qu'un avec les ténèbres. Un jour, ta puissance deviendra telle qu'elle les engloutira. Mais ça ne sera pas sans conséquence pour toi. Car à force de s'enfoncer toujours plus profondément dans les ténèbres, on finit par ne plus voir la lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie dans les commentaires. Bon, maintenant, on va parler de ce fameux épisode 21, qui a été critiqué parce que Jinwoo a eu le malheur de pleurer quand sa mère s'est réveillée, et surtout quand tous ses efforts ont payé. Vous savez, toute la phase avec sa mère qui est malade et lui qui fait tout pour obtenir la potion pour qu'elle se réveille m'a personnellement touché. Parce qu'on peut dire que je vis une situation quelque peu similaire. J'aimerais moi aussi trouver un remède pour guérir la mienne. Mais faute de pouvoir y arriver, tout ce que je peux faire, c'est moi aussi continuer à évoluer et à devenir plus fort pour ne pas la décevoir et espérer qu'un jour elle soit fière de moi. Elle m'a laissé faible et j'espère qu'elle me retrouvera fort. Car c'est elle qui avant tout a sacrifié une partie d'elle pour me maintenir la tête hors de l'eau, dans une période où personne n'était là pour moi. Et pile au moment où je pouvais lui montrer qu'elle n'avait pas fait tous ces sacrifices pour rien, la vie en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je ne peux rien faire d'autre que d'avoir de l'espoir et rêver de pouvoir un jour lui montrer qu'elle peut être fière de moi. C'est pour ça que ça m'a blessé quand j'ai vu les gens se plaindre de cette scène, parce que beaucoup de gens rêveraient d'avoir la chance de Jinwoo. Alors si toi aussi tu vis une situation similaire, accroche-toi, bats-toi et fais tout pour qu'elle soit fière de toi. Même si elle ne peut pas en être témoin, n'abandonne pas. En revanche, si tu as la chance d'avoir tes deux parents en bonne santé, alors n'hésite pas à passer du temps avec eux, à profiter de ces moments qui n'ont pas de prix et qui valent de l'or. Car personne n'est éternel, et si le destin choisit de te les prendre, il n'y aura aucun élixir qui pourra les guérir ou les faire revenir. Alors rends-les fiers et prends soin d'eux tant que tu le peux. Et n'hésite pas à leur dire que tu les aimes. Fais de ta vie un hommage à ceux qui t'ont donné la leur, pour que leur dernier regard sur toi soit rempli de fierté. Mon petit garçon.